Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 4! Nous sommes en 1986, l'année du Tigre de Feu, ou l'année où les enclos commencent à s'ouvrir. Oh! Bien entendu, je suis en très bonne compagnie. Aujourd'hui, en compagnie, vous l'avez entendu, de Monsieur Vincent Tatao. Yes, sir. Salut mes petites coquerelles, ça va bien? Et de P7, Pierre Poisson-Marquis, l'historien du jeu. Salut Pierre. Présent. Présent, tout le monde est là. Vous connaissez le concept. 1986. C'est une belle année, 1986. Est-ce que c'est l'année la plus cool pour vivre? Oui, moi je peux confirmer parce que je pense que je dois être le seul vivant à cette époque-là. T'es vieux, tu traînes ton âge, là. Ouais, Pierre. Ah ben, on a quand même établi que en 1959, je pouvais arbitrer des parties de hockey, donc je pense que je suis bel et bien vivant en 86. C'est vrai. Ça a été trahi à ce moment-là. De toute façon, tu traînes ton âge dès qu'on te voit, là. Fait que... C'est pour ça qu'on fait un podcast, en fait. Exact. Oui. Non, mais il est quand même bien conservé pour son âge. Moi, j'y donne pas plus de 57, là. Non, t'as raison. Tu sais, il y a aussi entre le 55 et 65. Ouais, ok. 64 les journées pluvieuses. Exact. Quand il fait d'une indigestion, mettons. mettons. Le 57, ça pourrait pas concorder avec 59, mais on va quand même accepter 57. Okay. On va se lancer sans plus tarder parce qu'on a un épisode bien chargé. 1986. Avant de se lancer, pour vous donner une image mentale de 1986, c'est quoi? C'est le film American Psycho. Mettez-vous dans cette ambiance, les gros téléphones cellulaires, Wall Street à son pic. Platoon Sussudio qui Sussudio. Ouais. Exactement, on est là à 100%. D'ailleurs, politique, Ronald Reagan et Gorbatchev expriment leur volonté de mettre fin aux hostilités entre Américains et Russes, bien entendu, et Union soviétique. Alors quand même un gros moment par rapport à ça. Ouais, c'est probablement le plus gros moment de 86, moi je dirais. Ben, là, j'ai vu votre liste, les gars, puis il y a plusieurs gros points en 86, là, mais c'est vrai que c'est quand même assez significatif, là. On pourrait annoncer le début de la fin de la guerre froide. Est-ce qu'on pourrait dire ça de même? Ouais, ben c'est pour ça que l'année où les enclos commencent à s'ouvrir a été intitulée comme ça. Ah, je comprends. C'est que Gorbatchev a été l'artisan finalement de la cessation de la guerre froide. Il a voulu tendre la main aux Américains pour finalement faire la paix et démilitariser les deux superpuissances. Évidemment, les Américains étaient bien contents de voir ça. Ils ont accepté gaiement. Puis une fois que le mur de Berlin est tombé et que Gorbatchev a subi son coup d'État plus tard, ben les Américains, eux, ils ont clamé haut et fort qu'ils avaient gagné contre les Russes. Ben, pis tu sais, c'est parce qu'on s'entend, là, c'est que aussi, je veux dire, au niveau médiatique, là, les États-Unis sont beaucoup plus forts, puis ils frappent vraiment plus dans le mille avec l'espèce de propagande là, anti-communiste, puis en fait, l'espèce de fierté là, reliée aux populations occidentales là, est à son paroxysme. Puis il y a plein de tensions. Tu sais, on parle beaucoup de la guerre, de la guerre froide à cette époque-là, mais tu sais, il y a aussi en Afrique du Sud là qu'il y a vraiment les gros enjeux par rapport aux apartheid. Le monde en entier est en train de lancer des tomates à P.W. Botha, qui est le président en fait de cette époque-là de l'Afrique du Sud. Je veux pas rentrer dans les détails des différents événements qui se passent là-bas, mais tu sais,
c'est des confrontations policières, une par-dessus l'autre, des civils qui meurent, qui décèdent de façon terrible. Puis là, toute la planète, en fait, est rivée vers ça. Puis ça, c'est juste une des nombreuses différentes controverses là, qui se passent dans le monde. Là, on peut parler aussi, pis ça, je saute de suite directement, là, juste à l'intérieur même des États-Unis, là, la controverse avec Donjon Dragon, qui là, en fait, en fait, on n'est plus capable de voir en fait autre chose que juste le mal partout. L'ennemi. Ouais, c'est ça, exact. Il y a comme. Mais c'est une époque, je trouve, qui est très sérieuse. C'est comme il y a une espèce de climat, de tension, mais c'est très sombre, c'est très sérieux comme moment dans l'humanité. C'est gris. C'est gris. D'ailleurs, au Québec, t'as mentionné ça, mais au Québec, on le voit à plein de points. C'est une époque où il y a plus d'une dizaine de grèves et manifestations majeures de la part des syndicats durant cette année-là. En fait, donc plusieurs grèves qui ont été déclarées illégales. Même que il y a eu une manifestation qui a fait un mort au Québec. C'est assez, tu sais, en 86, là, ça fait pas 200 ans, là. Donc c'est quand même vraiment un moment très sérieux de lutte. Aussi, c'est l'émergence un peu des mouvements plus socialistes. Au Québec, on voit la loi qui vient traiter la violence conjugale comme un crime et pas comme une simple chicane de famille. On voit qu'il y a des mesures mises en place pour assurer que l'orientation sexuelle des gens ne soit plus signe de discrimination. Même un événement que je ne connaissais pas du tout et qui m'a beaucoup impressionné, c'est un sénateur, Jacques Hébert, un sénateur qui a fait une grève de la faim de 21 jours, un sénateur qui fait une grève de la faim de 21 jours dans le but de, principalement, là, on va se le dire en termes simples, de faire revivre le programme Katimavik. Okay? Et bon, de donner espoir et perspective d'avenir à la jeunesse québécoise, mais tout de même, j'étais subjugué de voir ça. Ça serait étonnant de voir ça à notre époque, même si on est à une époque où les revendications sociales sont tellement fortes. Mais tu sais, c'est important aussi de comprendre que tu l'as mentionné tantôt là, avec American Psycho, il y a vraiment un clash entre les Golden Boys, les enfants qui sont nés en fait de ces sociétés capitalistes qui font des millions, des milliards de dollars par année, puis eux autres en fait sont juste nés dans cette richesse-là versus le petit peuple en fait qui essaye de pourvoir leurs besoins. On est dans un système public aussi où est-ce que on s'entend là entre fin des années 80 jusqu'à tout récemment là, c'était très 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 difficile d'aller chercher un emploi ici au Québec dans le système public. Donc là, la jeunesse québécoise est un peu pris entre l'écorce puis l'arbre, c'est-à-dire est-ce que j'essaie de me trouver une job, mais ça va me prendre des années avant de trouver un j'aurais pas un si bon salaire, puis j'aurais pas accès à tous les bénéfices, là. C'est ça, puis tu sais, il y a aussi une frustration de se dire, pourquoi est-ce que je suis né, en fait, pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille-là, dans ce niveau de vie-là, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de crouler sous l'argent puis qui s'obstinent sur la texture de leur carte d'affaires, là, tu sais. Oui, mais American Psycho présente très bien cette espèce d'absurdité là, tu sais, du monde de matérialiste pur et dur, alors que la plupart des gens sont encore en train de survivre d'une certaine façon. Là. Ouais, puis mais on le voit, c'est comme tu as parlé aussi du fait que justement il y a des mouvements en fait sociaux qui commencent à se manifester. On peut parler aussi là, du Hands Across America, où est-ce que 5 millions de personnes se tiennent par la main. Et en fait, on passe de New York jusqu'en Californie. Et le but, en fait, c'est vraiment d'obtenir des fonds contre la pauvreté. Ça, c'est quand même un événement là, assez notable, merci. Aujourd'hui, ce serait ces réseaux sociaux là, sans arrêt là, pendant le prochain mois et demi, là, tellement que c'est fort, là, 5 millions de personnes qui se rassemblent. C'est impressionnant, effectivement, très impressionnant.
Tu parles de ça aussi, puis c'est un thème qu'on voit beaucoup revenir en 1986, qui est c'est le sida, en fait. C'est comme on va dire, la nouvelle maladie à la mode, là. C'est un peu, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à titre indicatif, cette année-là, il y a eu près de 40 millions de dollars qui a été investis pour la prévention, la recherche pour le sida, alors qu'avant ça, on était autour de 4 millions à peine qui avaient été investis depuis le début. Fait que c'est vraiment comme un gros moment, et même qu'il y a eu un ministre de la Santé canadien qui avait, en début d'année, là, avait émis des propos comme quoi la Constitution ou une certaine loi canadienne permettrait de barrer l'accès au pays à des immigrants qui auraient le sida, en fait. Fait qu'on est quand même vraiment dans une espèce de double mentalité assez particulière. Oui, tout à fait. Puis dans un autre ordre d'idée, tu sais, tu parles de ça par rapport au sida, mais c'est aussi à une époque où est-ce que on l'a mentionné tantôt, puis on aurait dû le mentionner, là, mais tu sais, la guerre entre les Russes et les États-Unis veut aussi dire le space race. Petit fun fact d'ailleurs, là, tu sais, je regardais les statistiques, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus dernièrement. Je regardais les statistiques sur l'investissement du gouvernement dans la NASA. À cette époque-là, on parle de centaines de milliards, pas des centaines, mais tu sais, des dizaines de milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, en 2022, la NASA a de la difficulté à obtenir un budget de 5 milliards de dollars. Tu sais, ça vous donne un exemple, ça vous donne un indice là, à quel point qu'on est très très fort, puis que le space race est vraiment important. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a aussi une des premières sondes spatiales qui s'en va sur Uranus, donc la planète Uranus, excusez. Donc ça c'est quand même impressionnant, et aussi c'est que ça devient déterminant aussi au niveau de la notoriété en fait américaine, à un point tel que The Economist arrive avec un indice officiel qui est le Big Mac Index. Savez-vous qu'est-ce que c'est le Big Mac Index? C'est comme un Bitcoin ou? Pas du tout. Là, moi j'ai faim, là, moi je vais me commander un petit burger pendant que tu parles de ça. En fait, il va te coûter combien ton burger? Un Big Mac, maintenant, ça doit être quoi? 7 piastres? Tu vois, 7 piastres un Big Mac? Exactement. Alors, un Big Mac est 7 $, alors qu'aux États-Unis, il est dans les environs de... attends un petit peu, là, je te sors ça sera pas très très long. Il est dans les environs de 5,81 $. Alors là, ce qu'on ferait, ce serait de faire un exchange rate, donc un taux d'échange selon la valeur que le Big Mac a au Canada. On le divise par la valeur du Big Mac aux États-Unis, ça nous donne en fait ce taux d'échange-là, en fait, entre les deux monnaies. Wow, mais le Big Mac, ça reste quelque chose d'assez intemporel, qu'on peut suivre l'évolution de l'inflation. D'ailleurs, petite parenthèse, le taux horaire au Québec était de 4,35 à cette époque. Wow! Fait que c'était même pas assez pour te payer un Big Mac. Ah non, combien ça coûtait un Big Mac, ça on le sait pas, hein? On n'a pas ça dans nos stats. Mais sinon, au niveau de la littérature aussi, il y a comme un... Ah, attends, là, tu parlais de science, là. Je juste... Parce que là, quand on va commencer à tomber dans le culturel, on sait qu'on reviendra pas en arrière, là. Fait qu'il y avait quand même un événement. Tantôt, vous disiez, tu sais, OK, la réconciliation partielle entre les États-Unis et... pour moi, il y a un événement qui surplombe probablement tous les autres en 1986. C'est, bien entendu, la catastrophe de Tchernobyl. Oui, t'as raison. D'ailleurs, il y a une série qui a été faite là-dessus récemment, mais c'est quand même, tu sais, on est exactement dans la peur du nucléaire. On est exactement à cette époque où cette source d'énergie miraculeuse, autant destructrice que créatrice, et là, cet événement-là se produit, scarifié encore à ce jour, l'humanité va l'être par la puissance nucléaire, là, et d'ailleurs, essayez pas de faire pousser des carottes à Tchernobyl, là, parce que même 35 ans plus tard, c'est toujours contaminé, là. Wow!
Toi, Pierre, t'as-tu d'autres choses, t'as-tu d'autres événements sociopolitiques à rajouter avant qu'on passe à un côté plus culturel? Non, je pense que vous avez pas mal tous repassé les principaux. Ben, peut-être que j'ajouterais, justement pour le côté d'ouverture d'enclos, il y a eu aussi une entente entre la France et l'Angleterre. Oui, je suis content que tu parles de ça, Pierre. Cette année-là, à vrai dire, entre Mitterrand et Thatcher, à vrai dire, pour creuser un tunnel en dessous du canal de la Manche, donc le petit canal, faut-il le dire. Le petit canal. Le petit canal, oui, qui sépare l'Angleterre de la France au nord de la France et au sud de l'Angleterre. Et bien sûr, ben ça augmente l'afflux de touristes et aussi de migration entre les Français et les Anglais. Et ça devenait aussi prémonitoire d'une Europe qui serait de plus en plus unie avec le futur. D'ailleurs, cette année-là aussi, il y a eu l'annexion de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne. Donc, c'est quelque chose, finalement, qui, de plus en plus, annonçait le bris des frontières, exactement comme Reagan et Gorbatchev étaient prêts à briser le mur de la guerre froide. Oui, puis ce tunnel a été déclaré par l'American Society of Civil Engineers, donc l'Association américaine des ingénieurs civils, comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Donc c'est quand même c'est ça, les merveilles du monde moderne, ce tunnel sous la Manche. On pourrait peut-être s'inspirer de ça pour le 3e lien, je sais pas. Non, ok. Mais sinon, au niveau littérature, en fait, ce que j'étais étonné de voir, puis ça concorde beaucoup avec cette espèce de... c'est comme si tous ces conflits-là politiques qui sont omniprésents viennent vraiment influencer toute la sphère un peu plus culturelle, au sens où est-ce que on est vraiment de moins en moins axé sur une espèce de littérature qui est fantastique, basée sur le sci-fi puis tout ça. On devient vraiment plus terre à terre avec avec le premier tome de Mouse, par exemple. Puis Mouse vaut vraiment la peine d'être mentionné parce que c'est un chef-d'œuvre là. C'est une BD culte encore à ce jour. Hein. Tu sais, puis c'est important de comprendre que Mouse a vraiment eu un impact notoire là, même dans les écoles secondaires. Tu sais, juste ta parenthèse là, purement anecdotique. Sur Amazon, ils vendent en fait un livre qui permet aux professeurs d'anglais d'ajouter Mouse dans leur plan de cours. Puis il y a vraiment un livre qui est sectionné en différentes classes. Fait que classe 1, tu présentes tel moment, classe 2, tu présentes tel moment, puis ainsi de suite. Cool. Oui, vraiment. Puis sinon, on le voit aussi là avec, on le voit, tu sais, juste par exemple, on a It de Stephen King, qui est habituellement connu pour des tomes plus axés sur le fantaisiste. Puis pourtant, It vient être un petit peu plus je veux pas dire terre à terre, mais on dirait que c'est plus une histoire d'un clown qui est possédé davantage que bon un cimetière américain avec du voodooisme puis tout ça. Il y a vraiment, tu sais, ou encore Le Prince des Marais qui est un livre très 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 populaire à cette époque-là, qui ont fait un film d'ailleurs sur une famille en fait qui a vécu un drame familial. On a Watchmen aussi, le premier livre en fait. Puis Frank Miller est un peu en fait en première, tu sais, au premier comment je peux dire
à première vue là, dans le monde de la bande dessinée, parce qu'il y a aussi The Dark Knight Returns. Premier plan, exactement, ouais. Merci. Donc, Watchmen, qui est qu'on a vu en fait le film de Zack Snyder, mais qui est une grosse critique sociale. The Dark Knight Returns est aussi une grosse critique sociale. Ouais, ben c'est ça, c'est des moments où les super-héros tout gentils et tout ça viennent prendre une part politique plus sombre, plus sérieuse. Ça revient un peu à l'idée qu'on disait les œuvres sont politiques, sont sociales, sont engagées, tu sais, il y a des angles à prendre, là. Ouais, c'est ça. Puis juste en fait, il y a aussi Terre et Fondation de Isaac Asimov qui le 5e tome, si on peut dire entre guillemets, de la série du cycle de la Fondation. Mais juste Terre et Fondation, c'est une critique sociale de plusieurs choses. Là, on peut parler en fait d'une critique de la technologie, on peut parler une critique en fait des différents systèmes politiques qui sont à l'œuvre. Puis au final, ben on revient un peu encore une fois vers quelque chose de très central au niveau de la Terre, parce que ils cherchent la Terre. Plutôt que de chercher dans la galaxie autre chose, ben là, ça vient vraiment se concentrer sur où est la Terre. Hands across America. Ouais, exact. Puis c'est aussi une époque de la mondialisation qui vraiment commence à poindre et à être plus connu de tous, hein. Fait que c'est l'humain comme citoyen de la Terre. Tout à fait, exactement. As-tu d'autres choses à rajouter, toi, Pierre, par rapport à la littérature, là? Peut-être que t'as d'autres anecdotes par rapport à tout ça. La musique. Ouais, je pense que j'irai plus en musique parce que là, si on s'éternise sur chaque sujet, on n'aura plus de temps pour parler de ça. Juste avant, pour être sûr, là, les gens qui se joignent à nous, là, c'est votre premier épisode, là, inquiétez-vous pas, on va éventuellement parler de jeux de société. Ça s'en vient, là. On est à peu près aux 3/4 de notre résumé de l'année 86. Là, inquiétez-vous pas, ça s'en vient très bientôt. Fait qu'avancer dans 30 minutes. Non, c'est pas vrai. Non, mais en même temps, comme tu l'as bien dit quand on se parlait au début de l'épisode, Vincent, c'est vrai que les jeux sont des produits culturels comme les autres et ils sont ancrés dans une réalité socio-historique, là, dans le sens que ils sont le produit de leur époque. Et les jeux qu'on va regarder aujourd'hui particulièrement sont exactement le produit de cette société très sérieuse, très sombre, mais en même temps tournée sur une espèce d'avenir pré-technologique mondial avec un espèce de côté gris. Donc c'est ça, Pierre. Là, je pense que la musique de cette époque va aussi nous donner une bonne indicatif là-dessus. Pour les jeux, tu parles? Non, mais pour comprendre ça de 1986. Là. Oui, si on fait un court détour dans la musique aussi est le reflet de cette époque-là, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de succès en musique qui vont refléter tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Commencer par Paul Simon qui a fait un album qui s'appelle Graceland. C'est considéré comme le premier album de la musique, de la world music, ça. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on commence à libérer les enclos pour ouvrir la mondialisation, ça c'est une manifestation purement sonore de ça. Ça m'a fait penser que, c'est 1985, mais on s'entend que c'est quand même We Are the World aussi qui est 1985, là, qui est là. On est là-dedans, là. Ouais, 85, ouais, effectivement. Puis il y a aussi des groupes de musique, littéralement, Europe, qui se souvient pas de Final Countdown. Final Countdown. Donc, alors le titre du groupe, le nom du groupe lui-même fait de suite penser aux réalités géopolitiques de l'époque. Sting qui va avoir un succès, qui va critiquer en fait la guerre froide et les Russes, qu'il a appelé d'ailleurs Russians. Et il y a également Madonna qui, elle, en fait, va probablement se hisser au-dessus du lot, tout simplement en devenant l'artiste féminine qui va avoir fait un album qui s'est vendu le plus dans tous les années 80 avec True Blue. Mais
En tant que tel, je vous dirais que la musique en général, c'est vraiment quelque chose qui va prendre des teintes de ce qu'on a comme climat en 86. Bien entendu, le cinéma est pas exclu de toute cette chose. Avant qu'on se lance un peu dans le grand topo donc des films américains principalement, je trouvais ça intéressant de voir que ici au Québec, on a un film qui a été mentionné à Cannes et qui pour moi est tellement emblématique et qui démontre le côté visionnaire de notre culture ici à l'intérieur et de la vision de nos artistes. J'ai bien entendu nommer le film Le déclin de l'Empire américain, le premier de cette trilogie-là du cinéaste Denis Arcand. Fait que c'est quand même pas n'importe quoi comme film. D'ailleurs, à Cannes a été primé et encore une fois s'intègre très bien dans cette espèce de nihilisme pseudo-intellectuel par rapport à la société qui nous entoure. Oui, exactement. Puis justement, là, dans le fond, on peut tout de suite sauter au cinéma. Où est-ce que, tout d'abord, on finit l'année 85 avec Rocky IV, qui est sorti fin novembre dans les cinémas. Exact. Fait que, tu sais, on a déjà un peu le pouls, on a déjà le pouls avec un box-office rempli de Rocky dans les salles de cinéma en début des années 86. Les Américains, ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Hein? Parce qu'après ça, on voit Top Gun arriver. Y a-tu un tu sais, on parlait tantôt là, de hit, là, tu sais, Danger Zone de Kenny Loggins, là, tu sais, qui ne se souvient pas de Tom Cruise, hein, qui est hot, qui est sexy, qui est chaud, dans son jet, puis qui fait des courses de jet en faisant des manœuvres hors du commun, tu sais. Highway to the Danger Zone, ben, tu sais, c'est les Américains. Il était au sommet. Ah ouais. Ça, c'est les États-Unis comme on les aime, hein. C'est ça, là. Ça, c'est vraiment l'essence de cette grande époque pour les Américains, là. Ah, tout à Même fait. s'ils étaient déjà sur une déchéance, mais ils ont un comment on pourrait dire ça, un système impérial culturel tellement fort qu'ils ont continué de projeter cette image de force pendant 40 ans après leur heure de gloire, juste parce qu'ils avaient la machine culturelle derrière leur machine de propagande tellement forte. Ah ouais, c'est ça, exactement. Puis la machine est tellement forte que même on commence à avoir de l'appropriation culturelle notoire, là, tu sais. Karate Kid. Tu sais, on parle d'arts martiaux qu'on est en train d'américaniser. Parce que, tu sais, M. Miyagi, là, oui, il est au Japon, puis tout ça, mais M. Miyagi, pourquoi il est allé aux États-Unis? Parce que il est allé aux États-Unis, puis là, il va enseigner le karaté à un jeune qui est américain, un Italien américain, en fait, là, c'est encore très... Puis après, tu sais, puis de l'autre côté, il s'en va au Japon, puis le jeune, tu sais, on s'entend, là, je veux dire, Daniel LaRusso, là, dans ce film-là, je veux dire, il ferait peur à qui, là? On s'entend, là, tu sais, Vindy. Personne. C'est ça, exactement. Puis là, il se pogne contre un japonais qui a de la barbe. Un combat à mort. Hein? Ouais, c'est un combat à mort. Hein? Un combat à mort. Dans un village d'Okinawa. Ouais, tu sais, le gars, il a rien d'autre à faire que de faire du karaté, puis Daniel LaRusso, il réussit à y péter la gueule pour finir ça en « J'ai pris ton nez, petit cochon ». C'est comme, OK, mais pourquoi, man? Pourquoi, tu sais? Puis non seulement ça, on s'approprie même l'espace avec Aliens, hein? Si on est... Non, mais c'est vrai, si on est capable de pouvoir de pouvoir s'approprier les airs, si on est capable de pouvoir s'approprier des produits culturels qui ont une histoire de milliers d'années, ben pourquoi pas? On va aller conquérir l'espace puis aller péter à la gueule à des extraterrestres qui sont plus grands que nature. Ah, c'est bien dit. J'aime bien. Là, Pierre, je vais te laisser parler du film que tu voulais absolument parler, puis après ça, je vais conclure avec un autre film. Highlander, en fait, est un film que je voulais parler simplement pour montrer encore une fois le Highlander.
Highlander, qui est le film de science-fiction culte avec, pour nos auditeurs français qui nous écoutent... Christophe Lambert! Bon vieux Christophe Lambert, qui est réuni là-dedans avec Sean Connery. Et qui montre, encore une fois, la confond... en fait, les choses, en fait, les réalités géopolitiques qui vont se confondre à travers l'histoire, parce que bon, on voyage dans le temps dans ce film-là, mais on voyage aussi à travers les cultures. Et finalement, on arrive à une conclusion où tout est brouillé et tout ce qui compte finalement, c'est les protagonistes qui ont survécu à travers le temps et à travers toutes les sociétés. Donc c'est assez digne, je pense, de son année aussi. Effectivement, c'est vraiment l'essence du postmoderne très, très bien transmis. Je conclurai avec un film en particulier qui peut-être, et si vous voulez savoir comment étaient les choses en 1986, regardez le film Labyrinthe. Bien entendu avec David Bowie à l'intérieur qui tient le rôle de l'antagoniste principal, le roi des gobelins, hein, je crois qu'il l'appelle. Film incroyable, là, on est vraiment dans tout ce qui touche les années 80, la musique est là, l'espèce de côté cuivré, l'espèce de côté dramatique mais non sérieux en même temps, la touche humoristique un peu étrange. Vraiment, on y est, je crois, pour toute la famille, là, le film Labyrinthe, ultra emblématique de son époque. Ah ouais, oui, assez d'accord pour ça. D'ailleurs, j'ai le goût de le regarder, là. Je suis en train de regarder la bande-annonce, là, puis je suis comme... Il me semble que ce film-là, je l'ai regardé tellement souvent dans ma vie, là. On avait une vieille VHS qu'on avait enregistrée à la télé, elle était toute usée, mais j'adorais ce film. Puis sinon, on peut peut-être aller dans le sport un petit peu très rapidement parce qu'il y a quand même des trucs qui sont intéressants là dans ces années-là. Là, tu sais, on peut parler. En fait, je sais pas, je pense que c'était toi, Pierre, qui voulait parler de Mike Tyson ou c'était Simon? Oh, c'est une parenthèse comme ça. Le plus jeune champion poids lourd de boxe aux États-Unis, Mike Tyson, effectivement. Et sinon, ben écoute, au niveau basketball qui tombe un peu plus dans ma branche, Michael Jordan en fait qui a tout rincé en fait à sa première année de recrue. Il brise un record du plus grand nombre de points au Boston Square Garden avec un 63 points à sa deuxième année dans la NBA seulement. Et le tout après avoir manqué 64 parties de la saison régulière due à une blessure majeure. Je rentrerai pas dans les détails de ce que c'est cette blessure-là, mais la plupart des joueurs, pour vous donner un indice, la plupart des joueurs qui subissent cette blessure-là, ça leur prend environ 2 ans avant de se rétablir. Et non seulement que ça leur prend 2 ans, ils reviennent jamais à 100% après parce que c'est une blessure qui te hante tout le long de ton parcours là, au basketball. Et sinon, petit côté hockey, là, parce que sinon Steve va nous taper ses doigts. Là, en plus, c'est qu'Adi a gagné la coupe cette année-là, une coupe qu'il aurait pas dû gagner selon plusieurs experts. Fait. C'est ça, exactement. Mais sinon aussi, on a la règle Gretzky qui est apparue pendant la saison 85-86 où le NHL Board of Governors a décidé d'introduire une espèce de règle qui va empêcher une pénalité de retirer 2 personnes des 2 équipes en même temps pour toujours avoir une situation qui implique le plus de joueurs possible parce que dans des situations comme en 4 contre 4 ou en 3 contre 3 sur la glace, ben Gretzky, il profitait de ça pour aller scorer une coupe de but très aisément. Puis la NHL a fait comme non, on veut pas ça. Fait que voilà. Fait que Gretzky est encore en train de tout briser dans la NHL. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je connais pas grand-chose, mais ça, je le sais.
Non, mais là, t'as parlé de ces deux, même de ces trois titans du sport et ça me ramène encore à mon fantasme de faire un podcast où on ferait que des top 5 de plein de catégories du monde culturel en général, dont les plus grands sportifs de tous les temps. D'ailleurs, une phrase qui m'a toujours marqué sur Michael Jordan, c'est « Savez-vous qu'il n'a jamais touché un ballon de basket avant l'âge vénérable de 21 ans? » Ça, c'est absolument incroyable de penser à ça. Oui, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, par exemple, mais bon. Non, c'est complètement faux. D'ailleurs, c'est une référence à une citation qui est dit dans la série Malcolm in the Middle, absolument hilarante, pendant que Hal est en train de faire une espèce de speech de motivation pour des gens, puis là, il leur dit « Saviez-vous ça? » Puis là, les gens sont comme « Ah oui, je peux tout faire, je peux tout réussir. » Bref, je la trouve juste trop bonne à chaque fois. Ouais, non, c'est ça. Il a pas commencé à 21 ans. Mais tout ça pour dire que mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une révolution là, dans le sport aussi. Là, on dirait que puis le sport devient un peu plus. Il y a ça aussi, par contre, c'est important à mentionner. Il y a comme je vais parler pour le basketball, mais j'ai l'impression que ça se généralise aussi. Avant, le sport avait quelque chose de très politique. Et depuis, en fait, depuis les années 80, puis même pendant les années 90, on dirait qu'on élimine cette portion-là politique, où est-ce que, bon, ce sont des joueurs, ce sont des athlètes qui gagnent des gros salaires et ils sont payés pour jouer, non pas pour avoir une voix dans leur communauté. Et Michael Jordan, justement, ça a toujours été un peu le gros enjeu chez Michael Jordan, c'est qu'il n'a jamais nécessairement pris position par rapport aux inégalités sociales ou quoi que ce soit, là, par rapport aux Noirs. Il a toujours dit, moi, je suis un athlète, je fais ça, that's it. Puis j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans les autres sports en général. Encore là, je veux pas mettre ma main au feu là-dessus, mais ça reste quand même intéressant là, de savoir que, tu sais, justement, les joueurs ne semblent pas autant se mouiller dans la politique autant qu'aujourd'hui ou autant que ce l'était dans les années 50, 60, là, tu sais, même avant avec Maurice Richard, par exemple. Ben, je pense que, messieurs, on est prêts à plonger vite. On est prêts à plonger dans le monde du jeu. Vous savez, cette nouvelle formule est quand même intéressante malgré tout. J'avoue que ça me plaît parce que ça nous permet de parler de plein d'autres sujets qui seraient plus difficiles de parler en temps normal. Donc, très bien. Avant qu'on se lance vraiment dans le jeu de table, on va faire une petite parenthèse sur le jeu vidéo. C'est l'année de la fondation d'Ubisoft. Maintenant, un empire du jeu vidéo. Pour le mieux ou pour le pire. Bref, peu importe. C'est une compagnie qui aura débuté de façon modeste quand même au départ. Et c'est aussi, même si c'est pas exactement vrai, c'est l'entrée de la console Nintendo en Amérique du Nord. Elle a été introduite pour Noël 1985. Et vous pouvez imaginer qu'en 1986, il y avait beaucoup de maisons qui touchaient pour la première fois à une console de nouvelle génération, entre guillemets, mais surtout une console qui aura changé à jamais la face des jeux vidéo sur la planète. Ben, à vrai dire, moi, j'ai touché à ça en 85, alors. Oh, Pierre, raconte-nous. OK, on veut la parenthèse, là. Moi, je l'ai reçu à Noël en 85 avec le kit de départ qui incluait Rob le robot et qui... Wow! Et qui était vraiment quelque chose d'absolument magique, puisque vous comprenez que Rob le robot était en fait un joueur supplémentaire qui pouvait contrôler la manette pour des choses finalement qui se déroulaient à l'écran. Mais ça a été quand même un flop aussi, ce Rob le robot, parce que bon, c'était somme toute un accessoire qui ralentissait un peu le débit de jeu, qui était très, très cool à voir en action, mais à un moment donné, on avait le goût que ça s'accélère. Et puis, ben, ça faisait en sorte que, bon, on pouvait s'en passer. D'autant plus que Nintendo n'a pas vraiment développé sa gamme de jeux qui pouvaient se jouer avec le robot. Je pense qu'il y en avait juste 2. Donc, il y en avait tellement peu qu'en 86 déjà,
je pense. Je finis, là. Mais ça, c'était le kit qui venait aussi avec le gun pour jouer à Duck Hunt. Oui, effectivement. Quand t'avais le kit avec le robot, t'avais aussi le gun. Donc, j'avais le total, moi. Le gun. En fait, j'avais même pas Super Mario Bros. Quand je l'ai eu, moi, j'avais le jeu qui joue avec Rob et le jeu Duck Hunt qui joue avec le gun. Le gun. Clac, 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 clac. Quel son. Mais sinon, tu sais, en même temps, c'est important de mentionner, tu sais, que pendant que la console arrive aux États-Unis, ben, au Japon, ils sont déjà rendus avec Super Mario Bros. 2, Castlevania, Ikari Warriors, Legend of Zelda, Metroid, là, tu sais, fait que nous autres, oui. C'est vrai classique. Mais c'est fou, tu sais, quand tu y penses, parce que la mondialisation, c'est pas encore quelque chose, tu sais, c'est non, c'est le début, c'est le tout début de la mondialisation, là, qui aura duré jusqu'à 2022. Je pense qu'on peut statuer que 2022 est probablement la fin de cette première mondialisation comme on l'a reconnu. Là, ouais, c'est ça. Mais sinon, Pierre, t'étais-tu bon à Duck Hunt? Non, c'était pas si mal. Est-ce que tu jouais de loin? C'était quoi la distance réglementaire pour jouer à Duck Hunt? J'ai jamais vraiment su s'il y en avait une. Il y en avait pas vraiment. En fait, on pouvait vraiment y aller à 2 cm de l'écran, mais c'est sûr que c'était ridicule. Moi, je jouais, je pense qu'il devait y avoir 1,5 m, 2 mètres qui séparaient la télé. En tout cas, oui, continue, excuse. Non, c'est ça. OK, mais en tout cas, écoute, si t'étais aussi bon à Duck Hunt qu'aux jeux de société, c'est sûr que t'es à 2 cm de la TV, là. En tout cas, je dis ça, je sais rien. On l'attendait. Ah oui, on s'ennuyait de ça, là. Bon. Mais justement, jeu de société, le Spiel. Qui a gagné le Spiel en 86? Ben, à vrai dire, avant de parler de ça, je pense que c'est quand même d'un intérêt assez capital de parler d'un éditeur qui est né en 86. Et pas n'importe lequel, l'éditeur de jeux de société Asmodée. Le plus gros. Le plus gros en France présentement et qui a connu des débuts très très modestes, puisque au début, c'était simplement une petite compagnie partie par 3 compères, Éric Bouchot, Nicolas Terry et Marc Younes, qui voulaient faire, qui étaient des grands amateurs de jeux de rôle, puisque, comme on l'a vu à la 10e saison, les jeux de rôle avec Donjons & Dragons, ça a créé une vague absolument inarrêtable pendant 10 ans de temps. Et ces 3 compères-là en ont profité et sont tombés en amour avec le principe et ont voulu, bien sûr, créer leur propre jeu avec leur propre maison d'édition. Et au début, Asmodée ne s'appelait pas Asmodée. Ça s'appelait Syros Productions. Et ils ont voulu partir la compagnie pour créer leur jeu qui s'appelait Zone. Et Zone, c'était un jeu de rôle assez original, à vrai dire, mais qui malheureusement n'a pas été assez prenant pour faire un succès. Mais c'était un jeu de rôle qui se déroulait à notre époque, dans un folklore un peu underground où on jouait des rôles de gangs de rue comme des punks ou des skinheads. Oh, wow. Et j'aime ça, cette thématique. Et il fallait, en fait, ça rejoindre le côté grisâtre qu'on évoquait tout à l'heure de 1986. Mais c'était pas sinistre, c'était assez humoristique même. C'était tellement humoristique que lorsqu'on se battait, il y avait des règles qui permettaient d'invoquer la pitié pour essayer de battre son adversaire. Mais ça n'a pas été un gros succès, comme j'ai dit. Ils ont prospéré Asmodée parce qu'ils ont fait appel à l'aide d'une autre personne qui, lui aussi, avait parti sa maison d'édition, Future Prod, à cette époque-là. Je parle de Croc, Croc, en fait, qui a inventé des jeux aussi par la suite. On le connaît, entre autres, pour Claustrophobia. Eh bien, Croc avait fait ses débuts dans les jeux de rôle aussi. Lui aussi, en 86, il a édité un jeu de rôle post-apocalyptique qui s'appelait Bitume. Et ce jeu-là se déroulait dans les années 2020. Et il se déroulait dans les années 2020 à cause en fonction en fait d'une catastrophe qui est arrivée en 86 à cause de la comète de Halley qui est arrivée en 86. Oh, Pierre, tu la ramènes bien. Tu la ramènes bien, cette fameuse comète qu'on avait décidé de pas en parler. Parce que c'était un événement trop mineur, mais c'est bravo. Bravo.
Et la comète de Halley, à vrai dire, c'est un événement quand même si il est mineur, assez intéressant, puisque c'est une comète qui fait une ellipse à travers le système solaire. Elle fait son ellipse perpendiculairement au système solaire, donc elle passe à travers tous les orbites des planètes. Et ça fait en sorte qu'on la voit passer au-dessus de la Terre à tous les 76 ans. Elle a été découverte par l'astronome du même nom dans les années 1700, au début des années 1700. Et Kroc, comme tout le monde, en 84-85, entendait parler de cette comète-là parce que quand elle passe, évidemment, comme elle passe si rarement, c'est en fait l'affaire d'une vie. Quand vous la voyez dans votre vie une fois, si vous la voyez une deuxième fois, vous allez être très, très vieux. Comme moi, d'ailleurs. Je vais probablement... Vas-tu l'avoir 2 fois, Pierre? Moi, ça se peut que je la vois 3 fois parce que j'ai ce don de la vieillesse. Mais l'idée, c'est que il s'est inspiré de tous ces pourparlers-là, la comète d'Halley qui est apparue en 86, Kroc, et il a voulu en faire, il s'est inspiré de son jeu de rôle pour ça. Il a fait en sorte que dans son jeu de rôle, la comète d'Halley était passée tellement proche de la Terre que ça l'a débalancé l'orbite et que ça l'a vraiment créé une espèce de monde post-apocalyptique dans les années 2020. À la Mad Max. À la Mad Max, exactement. Et c'est un jeu de rôle où est-ce qu'on incarne évidemment des personnages qui sont à la recherche de carburant et de nourriture, comme dans Mad Max, qui était vraiment à la mode aussi dans les années 80. Donc... Ouais, d'ailleurs, c'est 85, le deuxième, le Thunderdome. Là. On est là, on est vraiment là-dedans. Là. Ben voilà. Donc, Thunderdome, à vrai dire, c'est le 3e. Ouais, c'est le 3e. Le 3e, bon, ouais. excusez-moi. Mais l'idée, c'est qu'ils ont été chercher l'aide de Kroc pour faire un autre jeu de rôle qu'ils ont sorti en 89. Et là, avec ce jeu de rôle-là, ils ont eu le succès assez au rendez-vous, puisque ce jeu de rôle qui s'appelait Nominé Satanis et en barre oblique Magna Veritas est un jeu où est-ce qu'on incarnait soit un démon ou un ange qui se réincarnait en humain pour essayer, en fait, possédait un humain et essayait de passer incognito dans le monde humain. Et c'était un concept qui était... En fait, ça se passait aussi à notre époque. C'est un concept qui était très original et qui a été tout de suite adopté par la communauté des joueurs de jeux de rôle. Et avec ça, Asmodée a monté en puissance puisque c'est en 97 qu'ils ont vraiment frappé le coup de circuit en achetant le jeu de Jungle Speed et qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires et qui a fait vraiment une fortune pour ses auteurs, mais aussi pour Asmodée, parce que c'est à partir de cette année-là qu'Asmodée est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que, de plus en plus, il se dirigeait vers les jeux de société, non plus les jeux de rôle, et il a commencé vraiment à récolter les succès, un après derrière l'autre, jusqu'à... Et les achats et les acquisitions importantes aussi. Hein? Asmodée, ils ont beaucoup grandi comme ça en achetant des gros joueurs avec les années. D'ailleurs, Philosophia était... Oui, Philosophia aussi, effectivement. Fait que dans le fond, c'était un peu... On peut dire que Kroc était un peu un prophète parce qu'il a comme prophétisé qu'il allait avoir une transformation dans le monde en 2020, puis ça allait être un peu post-apocalyptique. On s'entend que dans le jeu de société aujourd'hui, Asmodée qui gobe tout, c'est un peu post-apocalyptique quand on y pense. Ouais, si on veut, bon, ouais. Je pousse un peu, mais quand même, mais c'est pas inintéressant que dans le jeu de rôle, il y a même dans le jeu de rôle, on voit encore cette espèce de il y a comme une position politique qui s'impose en fait. On n'est plus dans le jeu de rôle médiéval fantastique du tout. Puis on n'est plus on s'éloigne du jeu de rôle aussi qui est sci-fi, qui est dans un univers éloigné, etc., etc. On est vraiment plus dans quelque chose de groundé et si ça l'arrivait. Le réel est rendu assez sombre pour qu'on puisse s'y projeter en fiction. Oui, ouais, exactement. C'est quand même une bonne parenthèse de faire un lien avec la prémonition, parce que c'est effectivement ça, 86. C'est l'année, quand je dis que c'est l'année qui rouvre les enclos, c'est en fait l'année qui est le prologue à 95. C'est l'année où on voit apparaître les semences qui vont vraiment créer le paysage du jeu de société dans les années 2000 et 2010. Et Kroc le fait en aidant Asmodée à exister. Mais Wolfgang Kramer le fait aussi cette année-là avec le Spiel des CRS pour son jeu Heimlich & Co.
qui est un jeu qui avait fait éditer en 84 chez Perloon, mais qui a été récupéré par Ravensburger pour être nominé pour le Spiel. Et c'était le premier Spiel de CRS de Kramer, premier de 5 qu'elle a gagné. Et c'est tout un jeu, Emulation Co, parce que c'est en fait non seulement son premier Spiel, mais c'est aussi le tout premier jeu Euro qui a une caractéristique que maintenant, vous voyez très rarement un jeu Euro sans ces caractéristiques-là. La Kramer's Track! Effectivement, la Kramer Track, on l'a fait nommer en son honneur, puisque c'était lui le premier qui l'avait utilisé, mais la Kramer Track, c'est ni plus ni moins, et tout simplement, la piste de score qui fait le tour du plateau, et qui a changé à jamais la façon de compter les points dans un jeu de société, sur tous les jeux Euro, puisqu'avant, on les comptait les points, soit sur une feuille de papier, ou soit avec d'autres choses. De l'argent. L'argent. Par exemple. Moi, j'appelle ça la piste de points à la terraforming Mars. Oui. Mais bon, je comprends que ça a déjà existé avant, là, c'est ça que je veux. Oui, pas mal, oui. Avec des jeux même plus intéressants. Mais Emulation Co, d'ailleurs, est un jeu qui est passé à l'histoire, qui a vraiment été réédité souvent. C'est d'ailleurs le jeu préféré de Kramer. On lui a demandé dans une entrevue quelle était la préférée de ses créations. Il a nommé que c'était cette création-là. Probablement aussi parce que c'était la première fois qu'il gagnait le Spiel avec un jeu. Mais je peux comprendre aussi, c'est un jeu d'une remarquable élégance et qui a été réédité maintes et maintes fois sous le nom de Top Secret Spies, entre autres. Et puis ça vaut très, très la peine, je pense, d'être joué si vous n'avez pas joué à ça. Un jeu pour les gros cerveaux. Hein, ben, en fait, il a été réédité récemment, Pierre, en 2018. Puis c'est un jeu qui, dans le fond, il a vraiment un intérêt à le proposer sur une table parce que il accueille énormément de joueurs. Il peut aller jusqu'à 7 joueurs et il se joue quand même bien, en fait, à 6 ou 7 joueurs parce que l'idée derrière le jeu, c'est que on a tout le monde, en fait, on va avoir ces espions-là qui vont se déplacer avec un lancer de dés qu'on va faire et tu peux déplacer l'espion de ton choix. Ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est que quand les espions se déplacent, eh bien, ils vont faire des points ou ils vont perdre des points dépendamment de la localisation où est-ce qu'ils sont. Et évidemment, tous les joueurs ont un espion dans leurs mains et les autres ne savent pas du tout quelle est la couleur de l'espion de chaque joueur. Donc, si j'avance le rouge, je suis en train de dire aux autres joueurs que j'ai peut-être le rouge, mais je suis en train peut-être de bluffer que j'ai le rouge. Ou je suis en train de vous faire croire que j'ai le rouge, mais vous le savez que j'ai pas le rouge. Bref, il y a ces éléments-là que on vient mélanger un peu. On vient mélanger un peu de hasard, mais en même temps, le côté tactique, puis à la fois le côté déduction sociale. Puis le côté déduction sociale, c'est pas le seul jeu de cette année-là qui est au premier plan. On parle aussi de Loup-garou ou Mafia. Ou Mafia, là, peu importe, mais tu sais, on va le déterminer sous le nom de Loup-garou. Parce que bon, dans sa première édition, dis-moi si je me trompe, là, mais on parle je pense qu'on parle de c'est ça, là, on parle de Mafia, j'ai jamais entendu ce nom-là Werewolf s'appelait Mafia. Je pense que c'est toi, Pierre, qui avait ajouté cet élément-là, le Mafia, si je me trompe pas. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les loups-garous, ça n'a pas toujours été les loups-garous. Ça a été une deuxième incarnation, les loups-garous. La première incarnation des loups-garous, ça s'appelle Mafia. Et c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui nous met dans un cercle de mafiosos. Et les règles, par contre, sont à peu près les mêmes que dans les loups-garous, avec des personnages spéciaux aussi, qui vont être d'autres identités à la place, mais qui vont quand même relativement, grosso modo, faire les mêmes effets. Et c'est un jeu, ça, qui nous vient de Russie, du RSS, à vrai dire. Et c'est un jeu, encore une fois, qui reflète l'année qu'on a choisie. Parce qu'on connaît maintenant à quel point les loups-garous sont devenus un incontournable, surtout à cause de Philo de Polière et Hervé Marly qui l'ont vraiment officialisé, ce jeu-là, d'une façon beaucoup plus commerciale.
au début des années 2000, et qui vont probablement le sophistiquer encore plus, qui vont l'améliorer encore plus, parce que bon, il y a une panoplie maintenant de personnages et de règles qui se sont ajoutées à ce jeu-là. Mais Mafia, au départ, c'était vraiment un jeu d'expérimentation. Je pense même que c'était un jeu qui était qui servait à faire des expérimentations sociales. Et puis, ben, le fait est que le jeu a tellement bien fonctionné que il y avait du bouche-oreille qui se faisait à travers même les frontières. Et puis, en fait... Des frontières très opaques. Hein? Oui, des frontières très opaques, parce que l'auteur de Mafia, à vrai dire, on le connaît aussi, c'est un dénommé Dimitri Davidov. Donc, ça vous donne aussi déjà là le côté russe du jeu. Bon, il y en a qui vont dire par contre que ça vient de 87, plus que de 86. Donc, en fait, il l'a créé en 86 et il a expérimenté le jeu en 87 pour la première fois à l'université de Moscou, au département de psychologie. Parce que, bon, c'était un monsieur qui était professeur de psychologie, monsieur Davidov. Et puis, ben, c'est en faisant ses expérimentations dans ses recherches psychologiques qu'il a voulu tester Mafia avec des étudiants. Et c'est devenu très, très populaire dans le milieu académique, au point où ça a débordé dans les écoles et dans les collèges. Et ça a été aussi ensuite associé avec une série télévisée qui s'appelle La Piovra. Et la Piovra, c'est en fait, ça veut dire la pieuvre en italien. Et puis c'était associé à cette série-là pour le fait que c'était un peu similaire comme ambiance, qu'est-ce que ça donnait comme jeu. Et c'est dans les années 90 qu'on a vraiment commencé à jouer à ce jeu-là dans d'autres pays que l'Europe. Et ensuite, ça a abouti aux États-Unis. Et puis, je pense même qu'en Lettonie, il y a eu une série, je pense, une série télévisée qui était basée entièrement sur le jeu Mafia. Donc, Lettonie, évidemment, qui est un pays voisin à la Russie. Donc, c'est finalement, comme vous voyez, un jeu qui n'a pas du tout de lien au départ avec les loups-garous. C'est vraiment parce qu'il a abouti de la Russie jusqu'à l'Europe que finalement on l'a repêché et on l'a réincarné ensuite. En fait, c'est un autre russe, je crois, qui l'a thématisé sous le nom des loups-garous. C'est monsieur Andrew Plotkin, effectivement. Et ce monsieur Plotkin, en fait, c'est pas un russe, c'est un Américain, je crois qu'il est d'origine russe, et qui a thématisé le jeu Mafia sous le thème des loups-garous. Ce qui est un peu normal, dans un certain sens, parce qu'on s'entend, il y a un côté où est-ce que bon, la mafia, tu sais, mafia, c'est encore une fois représentatif d'une certaine distance qu'on veut prendre par rapport au thème, là, j'imagine, de mafia. Puis aussi, si c'était relié à la mafia plutôt qu'au loup-garou, probablement que ce serait pas devenu aussi populaire parce que tu sais, loup-garou c'est très large comme thème, on peut s'y retrouver, c'est moins ça moins sombre, hein? Ouais, c'est ça, ça frappe plus facilement l'imaginaire que la réalité de dire OK, bon ben on se réveille la nuit, tu sais, un loup-garou a mangé telle personne versus fermez tous les yeux et ben toi on t'a tiré dans le dos ou on t'a lancé des haches à la tête, t'es mort parce que la mafia est venue te chercher. Est-ce que ça se peut ça, Pierre, ce que je suis en train de te dire, ça fait du sens ou Oui, absolument. C'est sûr que la thématique des loups-garous a été donnée parce que ça résonnait beaucoup plus dans l'inconscient social. C'était beaucoup plus logique de se faire observer par des personnes qui sont déguisées en humains le jour et qui se transforment en loups-garous la nuit pour venir nous tuer.
Mais en même temps, bon, ça peut fonctionner avec des mafiosos, mais c'est moins dichotomique que lorsqu'on a des loups-garous, puisque les loups-garous sont gérés par des périodes journalières, donc ça se transforme très bien en mécanique de jeu, ça, en mettant le jour et la nuit. Avec les mafiosos, il faut inventer une raison pourquoi les mafiosos sont soudainement cachés puis peuvent tuer les gens. Ce qui est quand même faisable, mais ce qui est moins clairement définissable qu'avec des loups-garous. Oui, c'est un jeu qui aura, avant même tous les jeux modernes là, qui ont assailli notre territoire, c'est un jeu auquel j'ai joué un nombre incalculable de fois avant de savoir que j'allais autant aimer les jeux que ça, en fait. Ouais, mais je pense qu'on s'y est tous pris là, à quelque part à ce jeu-là, là, à un moment donné ou à un autre. Ça reste quand même un référent là, au niveau des jeux de déduction sociale. Absolument. Ça reste que c'est étonnant en fait que le thème initial était mafia, puis que bon on se soit dit, on a été tergiversé vers un autre un thème plus moins engageant au niveau politique. Puis parlant justement de ça, j'aurais envie qu'on parle d'un jeu en fait par rapport à la critique du gouvernement soviétique, le jeu Kremlin. J'ai joué en fait, je pense que c'est l'année dernière, là, ça a été mes premières parties de Kremlin. Et honnêtement, c'est un jeu qui est surprenant là, au niveau mécanique, mais aussi au niveau de à quel point qu'on se prend dans le thème, qu'il y a vraiment, c'est vraiment une satire, on le ressent parce que, il y a un exemple, là, il y a une mécanique qui fait en sorte que tu peux exiler ou même envoyer des gens en Syrie, et ces candidats-là, ben, on les reverra plus, à moins qu'il y ait un événement. Ils s'en vont faire quoi? Ils sont exilés, ils partent, on sait pas trop. Puis, puis le jeu persiste à nous faire comprendre que plus t'es vieux, plus tu risques de monter les échelons. C'est pas parce que t'es le plus compétent, c'est vraiment parce que tu prends de l'âge, puis ça fait longtemps que t'es là. Fait que mané, plus si t'es pas encore mort parce qu'il y a personne qui t'a tiré dans le dos, tu risques de monter à la tête, puis à un moment donné faire une campagne, faire une cérémonie là où est-ce que tu vas pouvoir donner la main à tout le monde de ton automobile. Mais ça, c'est si t'es encore assez en santé pour le faire. Et ce qui est vraiment, puis c'est tellement ironique quand on y pense que ce jeu-là est sorti en 86, parce que comme j'ai dit, on voit vraiment la satire, et elle est époustouflante, cette satire-là, en fait, de le gouvernement soviétique. Il y a des règles sur le KGB, il y a des règles autour, en fait, de lancer des investigations contre les autres joueurs. Il y a des règles autour du fait que, tu peux t'organiser pour que certains personnages meurent qui sont dans le jeu. Puis aussi, en fait, à sa plus simple forme, comment est-ce que des nouveaux candidats sortent? Ben, on a un paquet de cartes. Puis, le paquet de cartes, la personne qui est la plus âgée dans ce paquet de cartes-là, elle devient candidate. Est-ce qu'elle a de l'expérience en politique? Pas du tout. C'est juste quelqu'un du peuple qui fait juste sortir de nulle part, qui devient un candidat. Puis on la met dans cette position-là politique. Pourquoi? Ben parce que c'est tout. La nation t'a indiqué, t'es assez vieux maintenant pour faire partie de ça. Maintenant, monte les échelons. Puis si tu réussis, fais-nous honneur. Sinon, too bad, so sad, tu sais. Moi, j'ai jamais joué à Kremlin. J'ai joué à un jeu, par contre, qui s'appelle Nothing Personal. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce jeu qui est fait par nul autre que Tom Vassell, exactement. Et qui, si je me trompe pas, était fortement inspiré du jeu Kremlin à la base. Là. C'est fort possible. Écoute, j'ai pas joué à Nothing Personal. Mais je douterais pas là que Vassell
s'en est inspiré là, parce que je pense que ça a été un jeu que Vassal avait beaucoup joué là. Ouais, c'est ce que je me souviens du parce que j'écoutais le podcast de Dice Tower dans le temps où Nothing Personal était sorti et il y avait justement parlé de Kremlin. Je m'étais fait d'ailleurs une copie print and play de Nothing Personal. Et on était à une autre époque. Wow. Ouais, maintenant qu'on est dans la politique, je pense que là, on va y aller avec le gros canon de 1986 là. J'ai de la misère à vraiment dire ça comme ça, mais je connais vraiment pas tous les jeux, j'ai pas joué à tous les jeux. Mais s'il y a un jeu qui était avant-gardiste, et même plus que toute la bande de Future Past, c'est le jeu d'Imaker. Non. Ce jeu de politique allemande sorti en 1986, rempli, bourré de mécaniques qu'on n'a pas vues arriver avant 10 ans plus tard, qui a le feel d'un jeu qui aurait pu pratiquement sortir à notre époque. Ok, un petit peu vieillot, mais quand même, ce jeu-là était avant-gardiste, encore excellent à ce jour. Les jeux de 1986 que tu peux sortir et jouer tel quel, au-delà du fait que c'est une genre de culte ou de quelque chose de vraiment d'emblématique, ils sont très rares. Dimaker, tu le sors, tu la mets sur la table et tu joues n'importe quand à ce jeu. Ben, n'importe quand. N'importe quand. En tant que t'es 4 heures, 4-5 heures devant toi, là. 4-5 heures et aussi 3-4 joueurs. Parce que c'est quand même un jeu qui prend toute son essence à ça. À 5, là. Ouais, c'est effectivement. Ok, bon. Dès que t'es 5 pis t'as 5 heures devant toi, tu peux jouer à Dimaker. Ouais. Oui, effectivement. Ben, quoique, aussi, les 5 joueurs doivent être assez ouverts d'esprit pour apprendre une quantité de règles qui est pas banal. Non, mais là, on part du fait qu'ils les connaissent déjà. Là. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement. Ben, de toute façon, je m'allongerai pas beaucoup sur Dimaker. On en a amplement parlé à saison 10, épisode 5. Mais oui, je suis d'accord avec toi, simplement, sauf évidemment pour la partie Future Pastime, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'édition 2019, en fait, change certains thèmes politiques. Je sais qu'il y avait il y a certains thèmes là dans l'édition 2006 qui ont été revisités pour que ça concorde davantage avec certains enjeux politiques. Les enjeux socio-politiques du moment. Exact. Oui, mais ça a toujours été comme ça d'une édition à l'autre. 86, 97, 2006, c'est toutes des éditions qui étaient de leur époque. 86 avait 4 partis politiques seulement. 97 en ont rajouté un. Et les partis politiques, évidemment, de 86, c'était à l'image des élections qui ont justement eu lieu en Allemagne en 86. Ouais. Moi, je trouve ça toujours intéressant, en fait, ces jeux-là qui vont, en fait, représenter le contexte, en fait, politique, géopolitique d'un pays en particulier, là. Juste mentionner au passage, là, un jeu moins populaire qui s'appelle Swedish Parliament, qui veut, en fait, qui veut reprendre un peu le parlement en fait de la Suède. Je trouve ça toujours intéressant. Écoute, j'ai pas encore joué malheureusement à Dimaker, mais j'ai très très hâte là. Je veux dire, c'est un jeu que j'ai dans ma collection que j'attends juste de faire, mais que le monde m'a choqué quand j'ai voulu caler la game. Oh non, appelle-moi. Ouais. Moi, je choke pas une partie de Dimaker là. Bon, ben demain, si Pierre se présente chez nous, on jouera. mais un autre jeu, tu sais, puis je veux le mentionner au passage, c'est une mention honorable. Tu parles de jeux qui ont passé au travers du temps. Moi, j'aimerais mentionner aussi que on a aussi un jeu là qui est encore aujourd'hui hyper populaire puis qui a été un peu le coup d'envoi d'un type de jeu qui aujourd'hui fait encore fureur chez les gros joueurs bien
bien chaussé, c'est-à-dire 18-30 de Francis Bien charnu, Tréchard. je pensais que t'allais dire bien charnu. Non, c'est t'as des cartes d'acier quand tu joues au 18XX. C'est pas le premier. 18-30. Ouais, 18-30. Oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Ben oui. Mais c'était plus le c'est deuxième. Pas le premier. Non, oui, c'est son deuxième. Ouais, mais c'est comme c'est la refonte du premier 12 ans plus tard. Mais je dirais que, tu sais, contrairement, mettons, au premier, c'est 18-30 qu'on entend encore parler aujourd'hui parce que il a vraiment saisi le monde du jeu, là. Puis après ça, ben, tu sais, on s'entend, là, depuis 18-30, on voit que des 18XX sortir encore et encore, même encore aujourd'hui, là, on peut voir plein de refontes de différents jeux. Je regarde juste la liste, on parle de 256 jeux 18XX existants dans la banque de données de BGG. C'est énorme quand on y pense, là. Mais bon, je voulais juste mentionner au passage parce que justement, tu parlais de jeux qui ont marqué en fait leur époque puis qui sont encore d'actualité. Je pense que 18-30 l'est encore aujourd'hui, là, définitivement. Ouais, puis on voit là, comme tu nous ouvres la porte à aller dans des jeux avec D-Maker et tout, des jeux qui sont un peu plus lourds. On est quand même à une époque aussi où le mot casual gamer, jeux familiaux a vraiment une connotation très différente. Hein. On a vraiment les jeux plus pour enfants et les jeux beaucoup plus charnus, effectivement. Et ça m'amène à parler d'un autre jeu qui était assez original pour son époque et même à ce jour va encore avoir une espèce de touche assez particulière qui n'aura pas été beaucoup exploitée. C'est le jeu Britannia. Ce jeu dans lequel on va revivre l'histoire de l'Empire anglo-saxon et toutes les guerres qui ont eu lieu sur le territoire de l'Angleterre depuis l'invasion romaine, là. Et la particularité de ce jeu, c'est que tu ne joues pas simplement un peuple, parce que ça va se passer sur une très longue période de temps, plusieurs centaines d'années, bien entendu. Et donc, emmener le peuple que tu joues, mettons, tu jouais les Saxons, est voué à perdre, à ne plus être présent, à ne plus être à jour technologiquement, à ne plus avoir la force d'être là, et tu vas reprendre un autre peuple pour continuer la guerre et essayer de faire toujours le maximum de points avec le peuple que tu as à jouer à ce moment-là. Ceux qui sont plus alertes feront immédiatement le lien avec un jeu comme Small World, qui est probablement un des seuls jeux là, qui a vraiment repris cette idée de transfert. Il y en a eu plusieurs, on va dire. Small World est le plus connu, mais Britannia a vraiment créé un créneau. C'était le premier du genre à faire ça, mais après, il y en a eu qui ont suivi assez rapidement. Maharaja et sa version qui se déroule en Inde, qui a été faite en 94. Chariots, je me souviens plus du titre complet, mais il y a le mot Chariots dedans qui était sorti en 97 pour faire le même principe, mais dans l'époque d'Alexandre le Grand. Avant Small World, il y avait Vinci, qui était finalement la première incarnation. Vinci, ça c'est très cool. Hein? Ça, c'est la première incarnation de Small World. C'est le même auteur que Small World. C'est la version juste un peu plus gamer et un peu moins propre. Ouais, un peu plus civilisation. Et il y a History of the World, qui est sorti en 91, si je me souviens bien. Qui, lui, va littéralement prendre Britannia et le mettre à l'échelle de l'histoire du monde au complet. Étrangement, par contre, ça ne durera pas aussi longtemps. Parce que c'est beaucoup plus simple dans ses règles. C'est beaucoup plus direct. Mais tout ça pour dire finalement que Britannia a vraiment donné naissance à un créneau. Son auteur, Lewis Pulsifer, était quand même un homme qui s'intéressait énormément à l'histoire. Il a même été un doctorat en histoire militaire et histoire diplomatique. Et il est même devenu un professeur non seulement d'histoire, mais de création d'une société. Et il enseigne, à vrai dire, en Caroline du Nord. Il a enseigné plutôt au début des années 2000. Et il enseigne encore, il donne encore des cours en ligne. On peut aller le voir sur son site web, pulsifergames.com, je pense. On peut le suivre et on peut même s'inscrire à ses cours.
Paul Schaefer est un homme assez passionné, je vous dirais, de jeux de société. Il a baigné là-dedans amplement. Il a commencé à s'intéresser à ça en faisant des variantes de diplomatie. Alors, ça vous donne un peu l'explication pourquoi il s'est consacré à Britannia. Il a été aussi responsable de la première revue sur les jeux de rôle dans les années 70. Donc, il était quand même très, très impliqué dans le monde des jeux assez tôt dans sa vie. C'est un homme aussi qui a fait d'autres jeux. Il n'a pas fait seulement Britannia, mais Britannia est vraiment son opus Magnus, qui a été réédité plusieurs fois. D'ailleurs, il a été réédité dernièrement, en 2020. Chez PSP Games, je pense. Un éditeur plutôt marginal, mais c'est encore une fois un Britannia remodelé, remis au goût du jour, en fait, avec des mises à jour nécessaires, parce que Britannia, au début, on s'entend, c'était un peu... on tournait un peu les coins ronds dans les règles, alors il fallait parfois se naviguer sans trop savoir si on faisait la bonne chose. Mais avec les rééditions qui se sont faites, Britannia est devenu quand même plus digeste dans ses règles. Et c'est vraiment un jeu culte, c'est vraiment un incontournable. C'est même un jeu qu'on a failli mettre dans la saison 10. Parce que c'est... Dans les jeux les plus influents des 50 dernières années. Oui, absolument. Puis, Vincent, un petit mot sur Britannia? Malheureusement, moi, je peux pas en dire plus que ce que vous avez dit. C'est pas un jeu que j'ai pu essayer nécessairement. Je crois... En plus, la dernière fois et probablement l'une des seules fois que j'ai vu des gens jouer à ça, c'était chez toi en plus. Ouais, c'est ça, exact. Il avait commencé une partie, mais moi j'avais trop le goût de jouer avec toi à Chaos Moss puis à Food Chain. Food Chain, ça c'est correct, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on parle de lourd, on parle de poids très très lourd depuis tantôt. Tu sais, moi j'ai envie de vous ramener un peu plus vers des jeux pour enfants. On parlait justement là du niveau en fait qui était très 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 distinct entre le jeu du gamer et le jeu pour enfants. 1986, c'est là qu'on a vu naître Labyrinthe. Quel jeu incroyable. C'est un jeu assez incroyable à un point tel qu'on a eu à peu près une trentaine de différentes réimplémentations. Star Wars Labyrinthe, Electronic Labyrinthe, Master Labyrinthe, bref. On peut toutes les nommer là, ici et là. Mais il y a quand même de quoi d'intéressant par rapport à l'auteur, parce que l'auteur, c'est un professeur de psychologie. Puis lui, il rêvait depuis ses tendres années d'enfance. À l'époque, il était un étudiant, peut-être pas enfant, là, mais bon. Il rêvait de faire un type de jeu où est-ce qu'il allait avoir un labyrinthe qui allait changer en cours de partie. Puis avec l'invention du cube Rubik, là, qu'on voit les différentes pièces changer, soudainement il y a eu cet éclair de génie là. Puis après ça, il a décidé de créer Labyrinthe. Puis aujourd'hui, on s'entend, là, c'est le jeu qu'on connaît. Ce qui est un peu dommage de cet auteur-là, parce que moi je trouve que ça aurait été intéressant de le voir faire autre chose, mais c'est que ça a tellement été populaire que malgré qu'il a essayé de faire d'autres designs, il a été pris un peu de court dans cette ça a été un peu son comment on appelle ça là, son Luke Skywalker. Ben c'est ça, c'est ça exactement, une vache à lait, puis après ça il a dit ouais c'est bien beau tes autres designs. Mais Labyrinthe, c'est moins bon que Labyrinthe. C'est ça, tu sais. On pourrait-tu avoir un autre labyrinthe, s'il te plaît? Fais-nous un labyrinthe pour des bons joueurs. Fais-nous un labyrinthe pour les tripeux de Star Wars. Pourquoi pas? Fais-nous un labyrinthe en 2022. Fais-nous un labyrinthe qui est en équipe, tiens, pourquoi pas. C'est dommage parce que c'est un grand amateur de Alex Randolph aussi, là, cet auteur-là. Donc, ça aurait été intéressant de le voir faire d'autres choses. Puis c'est drôle parce que
ça me fait penser là un petit peu à un autre auteur qu'on va peut-être que j'espère qu'on va parler, Andrew Garfield, dans un épisode futur, où est-ce que Andrew Garfield a quand même réussi à sortir de Magic the Gathering. Puis ben il a réussi à se retrouver en fait avec d'autres designs. Puis une chance, parce que, écoute, Andrew Garfield, si on l'avait juste connu pour Magic the Gathering, ça aurait été un petit peu plate. Je pense que tu veux dire Richard, hein, Garfield. Oui, Richard Garfield, j'ai dit et quoi? Non l'acteur qui joue Spider-Man. Là. Non, excusez. Non, c'est correct. Mais t'inquiète pas, on en parle beaucoup dans d'autres épisodes. D'ailleurs, il y a beaucoup de segments sur lui. Oui, c'est ça. Mais je trouve que... Imagine le nombre d'auteurs qui sont restés pris, en fait, avec un design comme ça. Un autre qui me vient en tête, puis que je commence à réaliser, je suis comme, oh my god, ok, cet auteur-là fait tellement plus que jusqu'à temps, c'est Klaus Teuber. Klaus, c'est un Christy de bon auteur, hein? Puis on le connaît juste pour Catan, puis une chance qu'il a fait ses autres designs avant, pendant, après, parce que crime, il a du talent, le gars, là. Il a une tête, ses épaules, puis tout ça. Mais en tout cas, bref, excusez, je déparle, je m'en vais ailleurs, là. Mais quand même, Labyrinthe, là, c'est un jeu qui a vraiment... tu sais, on parle d'un jeu pour enfants qui décide de retirer les dés, puis qui décide de donner plus de contrôle aussi aux joueurs en ayant cette main de différents dessus, puis de les placer volontairement où on veut, puis ainsi déplacer son pion sur le plateau. C'est quand même quelque chose qui est... c'est rare qu'on a des jeux de ce type-là à cette époque-là. On est encore pris un petit peu là avec soit des jeux de party là, très légers, soit des jeux de cartes, ou des jeux avec une piste qu'on lance des dés. C'est pas un jeu pour les petits abrutis, là, on va dire ça comme ça. Là, c'est un jeu qui te force à réfléchir, à avoir une anticipation spatiale. C'est un jeu très intelligent. Même à ce jour, je m'amuse à jouer à Labyrinth Master, justement, qui est sorti par la suite, là, qui est toujours encore très bon. Là. C'était réellement un éclair de génie, ce labyrinthe. Là. Définitivement. C'est assez ironique aussi que ce soit sorti en 86, la même année que le film Labyrinthe est sorti. Labyrinthe, c'est sûr qu'il y a comment ils appellent ça déjà, la synchronicité, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Parce qu'il y aurait même pu en faire une version franchisée ensuite pour exploiter le film, mais ça s'est jamais produit. Même que le ça fit tellement en plus, c'est fou. Ouais, parce que le jeu Labyrinthe a des murs qui changent, comme dans le film. Comme dans le film, tu collectes des objets, il y avait tout ce qu'il faut pour le faire. Là. Ouais. Et ben, Labyrinthe, le film a vu son jeu de société plutôt arriver dernièrement, je dirais, dans les 5-6 dernières années, mais ce n'est pas... Ah, pis c'est-tu bon, ça? C'est ça. Mais par contre, je sais qu'il y a un très bon jeu de rôle issu de Labyrinthe. Le film? Ouais, Roleplay Book. En fait, c'est une espèce de livre de The Adventure Game, ça s'appelle. On déviera pas trop, là. Ouais. Mais Labyrinthe, The Adventure Game, c'est un livre dans lequel il y a des dés, là, tu sais, il y a comme une espèce de trou dans les pages pour ranger ton dé. Fait que c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, / jeu de rôle, / aventure. Une expérience en livre, hein, mais vraiment très, très bien faite, là. Mm-hmm. Puis je tiens juste à dire, par contre, ce qui est drôle, en fait, ce qui est tellement ironique de ce que vous dites, là, de la loi de Murphy à son paroxysme, de voir deux choses comme ça arriver en même temps dans la même année. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que tous les jeux qui sont issus du film, ils se doivent de dire le nom de l'auteur, c'est-à-dire Jim Henson's Labyrinth. Parce que sinon, on va l'associer avec le jeu Labyrinthe automatiquement. Oui. Donc, on peut peut-être y aller sur quelques petits jeux en rafale. Je pense qu'on atteint pas la fin nécessairement, là, mais quelques petits jeux en rafale. Avant, moi, j'aimerais ça que Pierre nous parle un peu de Shogun. Ah,
Ça te dérange pas. Moi, non, ça me fait, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Là. Bon, parfait. Fait que Pierre, parle-nous donc de Yakuza Shogun, parce qu'écoute, moi, c'est un jeu qui me titille, mais que malheureusement, j'ai jamais pu trouver une copie parce que c'est cher pis c'est rare comme de la marde de pape. Je me souviens quand j'étais plus jeune, mais encore assez vieux, et que vous étiez tous les deux des spermatozoïdes, d'avoir vu, peut-être pas Simon en fait, peut-être que Simon n'était pas un spermatozoïde, mais chose certaine, Vincent est un spermatozoïde qui disait à tous les autres spermatozoïdes, t'es juste de la merde, tasse-toi. Il y a une série télé à faire là, il y a quelque chose. Oui. Je me souviens d'avoir vu Shogun dans une boutique de jeux et mon regard était simplement figé, je ne pouvais plus regarder rien d'autre. Ah, le jeune Pierre devant Yakuza. Ouais. Et j'étais même avec un de mes amis qui tripait solide aussi, qui voyait ce jeu-là. Il tripait sur tout ce qui était Japon. Il adorait ce qui était les ninjas. Puis là, on voyait cette boîte-là avec la face d'un samouraï. Et, des milliers de figurines. Oui, en fait, quand on regardait en arrière de la boîte, puis là, on voyait la figurine du ninja. Puis là, mon ami, il en pouvait plus. Il disait, achète-le. Il entendait la voix là, tu sais, quand il voit l'anneau dans Seigneur des Anneaux, là. Oui, c'était pas mal ça, effectivement. Et à côté de cette boîte-là, il y avait un autre boîte qui s'appelait Fortress America. Ben là, c'était l'autre jeu dont on voulait parler, justement. Et j'hésitais, en fait, je me disais, mais mon Dieu, c'est deux jeux qui ont l'air super bons. Et c'est deux jeux qui avaient le même acabit, c'est-à-dire qu'ils avaient la même taille de boîte, le même éditeur qui était Milton Bradley. Et chose que je ne regardais pas à l'époque, et qui était assez difficile à voir aussi sur la boîte, le même auteur, Michael Gray. Ah, c'est vrai? Certainement. Wow, ok, là tu me surprends, là. J'étais pas prêt. Et c'est toujours ça mon but, Simon, tu sais bien. Oui, j'adore ça. Et Michael Gray, ce n'est pas le dernier venu. C'est un auteur peut-être que vous entendez parler pour la première fois, mais c'est très loin d'être un personnage fade et one-hit wonder dans le monde du jeu de société. À vrai dire, c'est une figure majeure du jeu de société, surtout chez Milton Bradley, parce qu'il était... Dream Phone, Mall Madness, des jeux... D'ailleurs, je cherche toujours une copie de Mall Madness. Vous avez ça à la maison? Je suis preneur. Oui, en fait, il a fait des jeux cultes qui sont sortis chez Milton Bradley. Et plusieurs jeux d'ailleurs qui fonctionnaient avec des bidules électroniques d'ailleurs. The Omega Virus. T'en avais parlé de ce jeu-là d'ailleurs. The Omega Virus, qui est un jeu qui va être bientôt réédité à l'heure où on enregistre cette émission. Ooh. Qui va être réédité par Restoration Games. Parce que c'est un jeu qui vaut la peine. Mais ça, c'est une autre histoire. Monsieur Gray a fait Yakuza. En fait, il a fait Shogun, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque quand je l'ai vu en magasin et que finalement, oui, je l'ai acheté. Et Dieu sait combien d'heures j'ai joué à ce jeu avec mon ami. Et Dieu sait comment on était complètement gaga devant ces nouvelles mécaniques de jeu de guerre qui innovaient totalement ce qu'on avait connu de Risk auparavant. C'était en fait les premiers pas vers les descendants de Risk, Shogun, et les autres jeux de la même gamme, c'est-à-dire la gamme des Game Master Series que Milton Bradley avait développé en prenant sous son aile le premier de la série, Axis and Allies. Et Axis and Allies, bien sûr, avec le succès qu'il a eu, Milton Bradley s'est dit, on va en faire d'autres à ce moment-là. Milton Bradley surfait sur cette vague-là pour essayer de faire le pont. Et là, on revient encore au thème des enclos qui s'ouvrent. Milton Bradley voulait faire le pont entre le public familial et le public des joueurs de Wargame, les gamers de l'époque, les joueurs passionnés de l'époque, qui voulaient vraiment jouer seulement à des jeux qui duraient 4 heures avec des règles pour finir. Shogun, c'est le trait d'union entre ces deux mondes-là. C'est un jeu quand même qui a ses règles assez touffues, mais pas assez pour décourager un joueur qui a un minimum d'ouverture d'esprit. Comme moi à l'époque, qui commençait à s'intéresser à ces jeux-là. Et Shogun aussi a des règles assez innovantes, très très cool.
comme un jeu de tir, une mécanique de tir à la courte paille pour savoir qui est le premier joueur en tirant des katanas dans une main. La mécanique du ninja, bien sûr, qui est une mécanique où on peut carrément stopper un joueur pour nous attaquer si on l'utilise parce qu'on va assassiner son daimyo. Son daimyo qui est un général qui nous attaque. Il y a des petites armées qui se déplacent sur la carte de Shogun, la carte du Japon. C'est des daimyo, en fait, des généraux qui vont diriger des mini-armées qui se déplacent sur les territoires. Et c'est véritablement là le piment du jeu, parce qu'en plus des troupes qui se font la guerre d'une frontière à l'autre entre territoires, comme dans Risk, dans Shogun, l'idée de génie, c'était qu'il y avait des figurines qui représentaient des pelotons d'armées. Et là, ça devenait des espèces de gros bulldozers qui pouvaient marcher sur la carte, parce que lorsque ces pelotons-là arrivaient dans un territoire, les armées du territoire se défendaient contre une multitude d'armées qui pouvaient attaquer ce territoire-là. Et chaque territoire pouvait avoir 5 armées maximum, alors que le peloton pouvait en avoir plus que 5, pouvait en avoir plus qu'à 15. Donc, ça devenait vraiment quelque chose d'assez majeur quand on venait faire face à ça. Et c'est pour ça qu'on utilisait le ninja pour paralyser l'armée qui arrivait devant nous, parce qu'on envoyait le ninja pour essayer d'assassiner le daimyo avant qu'il arrive. Mais ça pouvait se retourner contre nous. Il fallait lancer un dé, et le ninja pouvait soudainement nous trahir et nous assassiner. Mais l'idée, c'est que Shogun, c'était le 5e et dernier de la ligne de ces jeux-là, qui avait été commencé par Access Analyze. Fortress America était le 4e. Et Mike Gray avait été sommé de faire ces deux jeux-là pour essayer d'extensionner la ligne qui avait déjà été commencée par Larry Harris avec Access Analyze, qui avait été aussi poursuivi avec Broadsides and Border Parties, qui est un jeu à 2 de pirates avec un matériel absolument hallucinant qui ferait pâlir d'envie les Kickstarter d'aujourd'hui. Et aussi Conquest of the Empire, qui a été réédité plus tard aussi, avec la patte de Martin Wallace, qui a inséré les règles de Struggle of Empires dans ce jeu-là. Mais, je m'étale encore. Vous voyez à quel point que il y en a des choses à dire avec Shogun. Ouais, c'était pas anodin. Moi, je pensais que t'allais nous faire ça en 2-3 minutes, mais je suis très heureux que tu nous en parles. Écoute, c'est sûr. Écoute, c'est un jeu mythique, là, tout ça. Là. Bref, je te laisse continuer, Pierre, dans ta lancée. Donc, Michael Gray devait continuer la ligne de Milton Bradley parce que Milton Bradley sentait qu'il y avait un filon gagnant. Le problème, c'est que Shogun s'est pas avéré aussi gagnant que les autres jeux d'avant parce que c'était plus obscur comme thématique, parce que c'était aussi, disons, pas nécessairement de l'acabit de tout le monde de vouloir jouer à ces jeux-là. En fait, il s'est vendu à peu près 50 000 copies de Shogun en 86-87. Vous allez me dire, c'est très très bien. C'est incroyable. Mais pour les standards de Milton Bradley, c'était assez peu. Donc, et en plus, il fallait faire les figurines, parce que oui, il y avait des figurines dans Shogun. C'est ça aussi qui faisait la beauté de ce jeu-là, comme les autres jeux de la gamme d'avant. C'était vraiment des jeux qui annonçaient les jeux de guerre, les gros jeux qu'on a aujourd'hui, qu'on voit sur Kickstarter. C'est Milton Bradley avec sa Game Master Series qui a commencé ça. Et puis, Shogun ne faisait pas exception. Il y avait un matériel hallucinant dans ce jeu-là. Les katanas en plastique sont finement détaillés. Le petit ninja aussi. Les figurines d'Ashigaru et les Ashigaru, c'est des soldats avec des Ashigaru, finalement. Des lances. Mais il y a aussi des samouraïs, bien sûr. Il y a des ronins, il y a des daimyo. C'était très, très vivant comme... Oh, wow. Et puis, Tu parles du terme, là, je fais juste une petite parenthèse. En fait, je trouve que ça concorde très... En fait, c'est que c'est aussi de cette époque-là, c'est-à-dire on est très, très, très axé sur la culture américaine. Donc, déjà là, Shogun, c'est pas un terme qui est populaire à l'époque, là. Puis en plus de ça, ce qui est japonais est nécessairement chinois, ce qui est chinois est communiste, ce qui est communiste est russe. Donc, ça vient automatiquement, en fait, tout s'entremélanger dans la culture populaire, là. Mais bref, je te laisse continuer. En fait, c'était un peu populaire, Shogun, à cause de James Clavell, qui avait fait une série de romans dans les années 70 qui avait été très, très populaire, disons, auparavant, mais il reste quand même que c'était déjà un peu loin, et les thématiques comme Access Analyze pouvaient parler beaucoup plus au public américain. Reste que Shogun, avec ses 50 000 copies de vendues, est devenu culte quand même, malgré tout, parce que
il y a des joueurs qui s'étaient rappelés de cette expérience-là. Je connais des joueurs même parmi ceux avec qui je joue parfois qui me disent que c'est encore leur numéro 1. Parce que ça laisse des souvenirs impérissables de jouer à ça, surtout quand c'était à cette époque-là. Là, toi, t'avais acheté lequel, Pierre? Là? T'avais acheté Fortress America ou t'avais acheté Shogun? Les deux. Mais, sauf que je les ai pas achetés les deux du premier coup. J'ai acheté le deuxième après. C'est ça. Mais j'ai acheté le deuxième Fortress America au moment où il fallait l'acheter. Parce que Fortress America s'est fait en 2 éditions, 86-87. Parce que la première édition, c'est le visage de Saddam Hussein qu'on voit sur la boîte. Et Fortress America, c'est un jeu qui va nous mettre dans la peau des Américains dans un monde d'un futur proche où les Américains sont soudainement l'ennemi du monde parce que les gens en ont assez des Américains qui veulent faire la pluie et le beau temps partout sur la planète comme s'ils étaient les empereurs. Donc, il y a 3 factions qui attaquent les Américains, une qui vient de l'Asie, une qui vient du Proche-Orient et une qui vient de l'Europe. Et c'est 3 joueurs qui se battent contre un joueur qui fait les Américains. Et les Américains doivent se défendre comme si c'était la Troisième Guerre mondiale contre eux. Et bien sûr, ils ont mis la face de Saddam Hussein pour représenter le Proche-Orient sur la boîte. Et cette boîte-là, elle valait une fortune autour de 2010-2011, puisque c'était la guerre en Irak. Et c'était aussi à l'aube de la pendaison de Saddam Hussein. Donc, la boîte avec la face de Saddam Hussein valait une fortune, alors que la boîte qui était en 1987, elle avait remplacé le visage de Saddam Hussein avec un visage de sergent barbu sur la boîte. Donc, c'était moins... il y avait un moins gros prix alloué à cette boîte-là. Maintenant, je pense que la fluctuation a passé. Mais tout ça pour dire que c'est un autre jeu que Mike Gray avait fait pour essayer de satisfaire ses patrons de Milton Bradley. Et Mike Gray, pour vous dire aussi la petite histoire de l'auteur, c'est quand même quelqu'un qui a trempé dans le jeu de rôle comme dans le jeu de société. C'était quelqu'un, en fait, qui travaillait au début pour un journal, le Minneapolis Star Tribune. Et il était simplement un monsieur là-dedans qui gérait les données, les archives. Et c'est en s'intéressant simplement, en faisant des chroniques sur les jeux de société dans le journal, qu'il a retenu l'attention du hobby. Et puis, Milton Bradley l'a retenu. Et Milton Bradley est allé le chercher pour en faire son directeur de division des jeux qui était consacré pour les passionnés. Et c'est lui, en fait, et il a pondu une trentaine de jeux de société comme ça pour Milton Bradley. Des jeux de société, des fois, qu'on ne voit même pas le nom sur la boîte, parce que, il était là plutôt comme un développeur que comme un auteur. Mike Gray aussi fait partie des premiers nominés au Spiel des CRS de 1979, le tout premier Spiel qui s'est donné, en étant associé à un autre personnage, Teruo Matsumoto. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Shogun aussi, qui était sorti chez Ravensburger à ce moment-là, un jeu abstrait. Mais ça, c'est un autre jeu que je pourrais vous parler plus tard parce que. Wow! Toute l'histoire quand même. Toute l'histoire, c'est Mike Gray qui d'ailleurs est aussi un grand ami de Wolfgang Kramer et du Docteur! Et M. Mike Gray d'ailleurs a découvert le Salon des Scènes en 89. Salon des Scènes qui se déroule au moment où on enregistre cette émission pour l'édition 2022. Et comme tous les joueurs de l'époque qui découvraient le Salon des Scènes aux États-Unis, il était obnubilé de découvrir soudainement qu'il y avait quelque chose de caché dans le monde des jeux de société qu'il ne connaissait pas. Les jeux de société allemands et européens. Parce que lui, il était habitué à faire affaire avec un public américain depuis qu'il était dans l'industrie. Et quand il a vu que ça existait, ce monde-là, là, il s'est dit « je m'inquiète pas pour le jeu de société. On est vraiment assuré d'avoir un hobby qui va durer longtemps. » Donc, ceci conclut assez brièvement l'histoire de Mike Gray de Shogun. Qui a été tout ça, je le savais déjà, là, mais t'as-tu d'autres choses à me dire là-dessus que je savais pas, Pierre? Ouais, mais ça, ouais. Ça c'est toujours des pépites intéressantes, effectivement. Là, Michael Gray, un auteur à se rappeler, puis il y a des noms à connaître. Là. En plus, c'est une époque, comme tu l'as dit, Pierre, où t'as commencé comme ça
les noms n'étaient pas nécessairement inscrits sur les boîtes, c'était pas quelque chose qu'on mettait de l'avant, le nom d'un auteur, surtout pas dans les jeux américains de cette époque-là. Oui. Donc c'est bien de leur redonner la place qu'ils méritent là, comme créateur. Je pourrais rajouter d'ailleurs que Michael Gray est responsable du premier jeu de rôle science-fiction. Parce qu'il a rencontré Gary Gygax au New York Toy Fair et il a décidé, en jouant avec Gary Gygax à Donjons & Dragons, il s'est dit à un moment donné, mais pourquoi il n'y a pas de jeu de société? Pourquoi il n'y a pas de jeu de rôle de science-fiction? Et c'est comme ça que Gygax a dit, ben faisons un. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, c'est vous dire que M. Gray, il y en a dedans. Ouais, wow, c'est assez cool de voir ça. Mais là, moi, ma question pour toi, c'est, as-tu encore ta copie de Shogun? Absolument. Alors, Pierre, quand est-ce qu'on y joue? Ben ça, il va falloir se prévoir une date pour, comme toutes les autres dates qu'on a prévues, jouer à des jeux qu'on n'a pas encore joués. Parce que tant de jeux, mais si peu de temps. Arrête avec ça, j'ai ça. Ben justement, le temps nous presse parce que là, on est en train de dépasser notre bel épisode de 1h30. Mais je pense que ça fait pas mal le tour. On pourrait mentionner quand même, pas le choix de dire, bon, Fireball Island, un autre classique que certains gens ont connu dans leur enfance ou ont connu avec Restoration Game. Sinon, le Joker Rummy. Le Joker Rummy. Vous connaissez ce petit jeu obscur qu'est le Joker Rummy? Sorti en 1986, les jeux Genic, qui, à ce jour encore, reste un produit de hantise, mais aussi un produit culte au Québec. Donc, c'est à cette époque que ça a été fait. On pourrait quand même s'étaler assez longtemps là-dessus, mais on va profiter du temps qui nous reste parce que Vincent voulait nous parler d'un espèce de petit amalgame là, qui fit bien avec 1986 en tant que tel. Oui, en fait, j'en aurais pas nécessairement parlé, mais puisque tu en parles là, présentement, en fait, c'est ça, je voulais juste l'effacer dans le document. Ah ouais, mais je trouvais que ça finissait bien comme okay. 1986, le réalisme et le sombre, mais avec une espèce de touche de nihiliste ironique à l'intérieur. Ben, tu sais, le béton des années 80. Ben, tu sais, c'est parce qu'en faisant une recherche sur Board Game Geek, tu sais, après avoir passé les différents jeux qui sont plus populaires, c'est parce qu'à un moment donné, tu commences à te perdre dans des jeux avec des thèmes, des fois, qui sont un peu inappropriés. Tu sais, comme là, par exemple, il y a trois jeux notamment là, que j'ai vus, là, mais j'aurais pu en nommer plein d'autres. C'est des sujets, en fait, c'est des thèmes racistes, des thèmes qui sont un peu, qui se moquent un peu de gens qui sont dans la souffrance, ou encore qui mettent en valeur là, l'espèce de, justement, on parlait, là, l'espèce de système capitaliste qui va faire profiter une petite portion là, de la société. Tu sais, on parle d'abord de Shanghai Trader, qui est pas un jeu là nécessairement qui vaut le détour, mais qui est vous irez voir en fait la boîte. Là, la boîte, c'est on dirait que c'est un vieux, c'est comme un, tu sais les magazines Safarir là, c'est vraiment une parodie en fait là, asiatique là, typique. Puis il y a vraiment des référents dans le jeu. Très raciste et condescendant là, envers la communauté asiatique là, at large. Un autre jeu là, qui s'appelle Orgie, où est-ce que bon, tu représentes un sénateur dans l'Antiquité romaine. Ben tu fais tout simplement, t'essaies de juste faire le plus de trucs possible de concupiscents. Tu vas organiser tu vas organiser en fait des combats dans l'arène avec des pauvres petites victimes qui vont se faire déchirer par des lions.
pendant que toi, tu peux aller aussi te promener puis te faire griller à bedaine pendant que des femmes te donnent des raisins. Puis tu sais, si tu regardes juste à regarder le plateau là, ça en est pathétique de voir à quel point que on est vraiment en train de ridiculiser ça. Le jeu a même pas de l'air bon, mais je trouvais ça tellement aberrant là, de voir ça, puis de voir à quel point qu'il y a une légèreté à certains niveaux, puis un niveau de moquerie très 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 élevé, alors qu'on prend au sérieux là, plusieurs autres sujets là, qui viennent vraiment nous percuter. Et sinon, ben il y a un jeu sur Playboy. Pourquoi Playboy? Tu sais, honnêtement, tu peux faire des jeux sur n'importe quoi, mais là, il y a un jeu de Playboy. Puis, ben le but, c'est simple, c'est juste de faire en sorte que tu puisses être le plus hédoniste possible. Ton but, c'est de faire carrière dans le domaine de la pornographie pour accumuler plus de gloire et de bonheur. Parce qu'évidemment, bon, c'est que du bonheur être dans cette industrie-là. Fait que je trouve que c'est un petit peu... tu sais, puis je sais pas si le jeu a été fait comme étant une satire, mais encore là, je trouve que c'est comme... Tu sais, des gens sont en train... Tu sais, il y a plein de situations super tendancieuses qui se passent dans le monde. Puis ben nous, on est encore en train de se moquer là, de certaines réalités. C'est un peu drôle parce que ça me fait penser, puis je veux faire un lien aussi avec aujourd'hui. Des fois, on a tendance à prendre beaucoup on donne beaucoup d'importance à des choses alors que il y a des situations vraiment terribles qui se passent dans le monde. Là, tu sais, un exemple là, que j'ai vu dernièrement où est-ce que bon, il y a des gens qui lançaient du lait dans des allées parce qu'ils voulaient qu'on arrête qu'on arrête le mauvais traitement des vaches, alors que tu sais la fille a des bottes en cuir. Puis que non seulement ça, ben tu dis ok, mais il y a probablement du monde en Afrique ou dans des pays plus pauvres qui auraient peut-être aimé ça avoir ce lait-là, tu sais. Mais toi, tu le vides à terre, tu sais, c'est comme il y a vraiment une espèce de déséquilibre qui se crée même en 86 quand on voit tous ces bouleversements-là. Là. Au final, on s'entend, là, le jeu, ça reste quand même un produit culturel, puis c'est un reflet de la société dans laquelle on vit. Donc, on peut vraiment bien le voir, là, ça, en 86, là, à travers tous les petits jeux ici et là que tu fais comme « Ah, ça me rend mal à l'aise, tout ça. » Ah, ben oui, c'est ça, je trouve que ça représente bien cette époque entre le très sérieux et très concret et l'espèce de laisser-aller de l'autre côté. American Psycho, encore une fois, j'ai dit Labyrinthe étant le film le plus emblématique parce que ça s'écoute avec toute la famille, là. Mais American Psycho, pour moi, représente tellement bien tout ce que tu viens de décrire de cette aberration de cette époque. Les jeux qui vont se faire en 2022 seront aussi teintés de l'aberration de notre époque. Tout à fait. Ben, je pense que ça fait le tour de 1986. Hein? On a fait un grand tour de piste. On a parlé beaucoup du contexte, de l'esprit, de la société à cette époque-là. Les jeux, je trouve que c'est plus que n'importe quelle autre année qu'on a faite durant cette saison. Je crois que c'est les jeux qui représentent le mieux cette espèce de contexte-là dans lequel on évolue. Oui, Pierre, t'avais un mot sur 86 ou un autre jeu que t'aurais aimé parler? Bon, parenthèse sur un tout petit jeu finalement qui est devenu culte aussi, qui est sorti en 86, le Blood Bowl. Ah ben oui, je pensais pas qu'on allait se lancer là, mais oui, effectivement, ça serait difficile de pas en parler. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler, mais quand même, c'est dur de l'éviter puisque on sait à quel point ce jeu-là a connu tellement de fans, tellement de rééditions, tellement de culte même, parce que c'est un jeu aussi qui est de son époque, très sanguinaire, très chaotique, très Mad Max. Très Mad Max, mais dans un monde médiéval fantastique où on voit deux équipes de football médiévales fantastiques, mais constituées de créatures mythologiques comme des vampires, des momies, des trolls, des orques, des elfes, et chacun avec leurs caractéristiques plus accentuées que d'autres, comme les elfes qui vont lancer très loin, mais qui vont être feluettes lorsqu'ils vont se faire foncer dedans. Les vampires, forcément, qui vont
être capable de convertir les joueurs adverses dans leur équipe. Et les momies qui vont être très difficiles à terrasser parce qu'ils vont se régénérer. C'est très, très loufoque, mais en même temps très prenant et très hasardeux aussi parce que bon, c'est un jeu de son époque. Encore une fois, 86, on n'est pas encore dans les mécaniques euro, on est dans le Ameritrash. Mais ce que Jarvis Johnson a fait avec ce jeu-là est assez phénoménal. Johnson qui a aussi conduit d'autres jeux par après, mais n'ont jamais vraiment eu le succès de Blood Bowl. Parce que, en fait, on le voit vraiment dans tout ce qui a été fait par la suite avec ce jeu-là. Il y a encore des rééditions, je crois. Il y a encore des tournois, il y a encore des gens qui jouent à ça, qui font des saisons. Même à Montréal, il y a une petite ligue de Blood Bowl. C'est ça. Ouais. Puis ce qui est tellement drôle, tu sais, par rapport à la première édition, c'est de voir en fait le personnage principal sur la boîte qui est comme l'homme blanc avec des gros muscles, qui ressemble quasiment à Arnold Schwarzenegger mais sans sa perruque dans Conan le barbare. C'est très typique là encore une fois, tu sais, l'espèce de promotion de l'homme blanc là est à son paroxysme, même dans des jeux qui se veulent être plus fantastiques et à caractère plus léger, là, tu sais. Mm-hmm. Oui, effectivement. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, sur ces paroles woke, on n'aura pas le choix de terminer l'épisode 1986. J'ai oublié de le faire en début d'émission. Je tiens à remercier, bien entendu, tous les Patreons qui nous aident beaucoup dans ce processus de création et tout le monde qui écoute le podcast. Ça, c'est encore une fois très très important pour nous. C'est comme ça c'est ça qui nous donne la motivation de le faire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir aussi s'il y a des jeux qu'on n'a pas mentionnés, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, qu'on ait dit. Vous savez, on est toujours là pour un petit débat chez Balado Ludique, donc il n'y a pas de problème. Attaquez-nous du mieux que vous pouvez et ça va nous faire plaisir de ne pas répondre. Exact, notre épiderme est bien ferme là, on se laissera pas intimidé par des petits commentaires bénins, là, je veux dire, vous avez le droit à votre opinion. Hein? Contrairement à d'autres personnes qui pensent qu'on peut pas dire ce qu'on veut dire, mais bon. Ok, là, il commence à être tard, donc on vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée à tous et à toutes à la maison. Et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Oh yes, et vous, à la maison, bon jouage.